retour sur ce plateau pour la deuxième partie de l'autre journal. Nous sommes avec Ferdinand Haïté de l'alternative Joël Ega du journal La Fraternité. Dans cette deuxième partie, nous allons aborder la question des bavures policières avec cette histoire de couvre-feu. Des tueries, on en compte. Tout récemment, c'est un jeune qui a été tué par balle à Védi. Mais bien avant, il y a un colonel qui a été retrouvé mort dans son bureau. Il s'agit du dirigeant du 1er bataillon d'intervention, Ferdinand. Il y a un mystère qui entoure cet assassinat. Non seulement le gouvernement ne communique pas, mais il y a une manifestation, on réclame la vérité, mais c'est toujours le silence. Bon, je crois que nous tous, nous avons été informés de cet assassinat crapuleux qui s'est déroulé au lendemain de la prestation de serment, je crois bien. Justement. Dans une caserne, et pas n'importe laquelle, la caserne de l'unité d'élite, plus de 500 hommes avec du matériel de pointe. Et ce qui choque d'abord, c'est que un chef-corps a été tué dans ses bureaux, dans sa caserne. Une caserne, ce n'est pas un moulin où on rentre, on sort comme on veut. Quand vous voulez rentrer dans une caserne, on vous demande, vous avez rendez-vous avec qui vous allez voir, pour quelles raisons et tout ça. C'est les lieux les plus sécurisés. Alors, que quelqu'un s'infiltre dans ce lieu le plus sécurisé et aille tuer le chef de la maison en toute discrétion et repart tranquillement, c'est que il y a véritablement quelque chose qui s'est passé. Donc c'est le premier constat qu'il faut faire. Le deuxième constat, c'est que les militaires sont des gens qui ont souvent des réactions de corps, comme on le dit souvent dans leur langage. Si vous agressez un militaire dans ce quartier ici, vous le bastonnez, à tort ou à raison, le lendemain ou le soir, on vient ici, on fait une patrouille, on tabasse tout le monde. En 90 ou en 91, ça s'est passé au quartier de Baie là-bas, où un militaire a été lynché, je crois que c'était devant le domicile de Maître Okancé. Et après, dans la soirée, les militaires sont venus en opération d'expédition punitive. Ils ont bastonné tout le monde dans le quartier, fracassé les crânes des gens et tout ça. Alors, on vient assassiner le chef-corps dans ses bureaux, dans sa propre caserne. L'unité qu'il dirige depuis 6 ans, la caserne n'a pas bougé. Ça reste aussi un mystère. Ça veut dire beaucoup de choses. Et ça nous renseigne, en fait, aussi sur le caractère mystérieux et complexe de l'armée togolaise. De toutes les façons, ce n'est pas un civil, ou ce n'est pas un bougnoul ou un idiot comme vous et moi qui sont rentrés dans cette caserne pour tuer un chef-corps. Ça veut dire que l'assassin est dans la caserne, ou s'est invité dans la caserne et est connu de la caserne. C'est pour ça que personne n'a bougé. Justement, donc, on a mis une commission d'enquête pour faire la lumière autour de allons pas à pas. Allons pas à pas. Et donc, voilà, ce chef-corps a perdu malheureusement la vie ainsi. Moi, je ne veux pas m'appesantir sur les mobiles qui pourraient justifier son assassinat, parce que je n'en sais pratiquement rien. Même si je le savais, je ne suis pas un enquêteur officiel pour venir livrer des informations sur la place publique, parce que c'est un domaine sensible. Maintenant, comme vous le dites si bien, il y a une enquête qui a été mise en place, une équipe d'enquête. Ouais. Et quand j'analyse l'équipe d'enquête, je remarque qu'il n'y a que des gendarmes dans cette équipe d'enquête. Il n'y a pas de militaires, il n'y a que des gendarmes. Mais vous savez très bien que dans l'armée togolaise, il y a des inimitiés entre officiers. Il y a des gens qui ne s'entendent même pas du tout. Ferdinand, permet qu'on rappelle un peu la composition de cette commission. Il y a le général Yark, il y a Massina, il y a Paul. Oui, ils sont tous des gendarmes. Ils sont tous des gendarmes. Il n'y a pas coup de voix dedans? Non. Ils sont tous des gendarmes. Tu vois, au Paoul, c'est un gendarme qu'on a nommé à la tête de la police. Ils sont tous des gendarmes. Et donc, mais ce n'est pas de cette commission. Ce n'est pas une commission comme ça qu'il fallait mettre en place. Dans l'armée, il y a ce qu'on appelle enquête de commandement. À l'époque, quand le colonel Djoua avait fait ses bêtises et qu'ils ont voulu transformer ça en une affaire politique pour justifier l'assassinat de ce monsieur, c'est une enquête de commandement qu'on a demandé d'ouvrir pour savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé. Et l'enquête de commandement, il n'y a que le chef de l'État
chef suprême des armées qui déclenche l'enquête de commandement. Et les résultats de l'enquête de commandement sont ensuite transmis à la commission défense de l'Assemblée nationale et au besoin transmis à la justice, s'il n'y a pas de tribunal militaire. C'est comme ça que ça se passe. Mais ici, on a choisi comme ça des gens pour dire, bon, on va faire une enquête pour voir comment s'il est décédé, tout ça. Donc, moi, je suis triste de voir que ces événements continuent. Mais ce n'est pas le premier crime dans l'armée togolaise. C'est une longue liste d'officiers qui ont été assassinés. Ce n'est pas d'aujourd'hui, peut-être qu'on pourra poursuivre le débat, mais il y a longtemps qu'on assassine les officiers dans l'armée togolaise, depuis le temps des Kofi Congo, des commandants Komla, des OCI, des commissaires Collor, tout ça, des commissaires Ombri Pana. Oui, les TP c'est récent, les Ombri Pana, tout ça. Ça fait longtemps qu'on assassine les gens dans l'armée sans que personne ne nous dise qui les assassine. C'est comme cette histoire de l'Archer Bassari, ce livre de cet auteur célèbre, où dedans on trouve cet exécuteur invisible qui passe comme un fantomas qui exécute les gens qu'on n'arrête jamais. Donc, cet événement est bien malheureux, mais je pense en tant que journaliste que c'est un crime de trop. Ce qui fait que ça secoue le pays. Effectivement, c'est un crime de trop, ça secoue le pays, et les gens ont de bonnes raisons de demander la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Parce que c'est une famille qui a perdu un être, c'est une communauté qui a perdu un frère, c'est des gens qui ont perdu un ami. Les gens ont besoin de savoir ce qui s'est réellement passé. Joël, il y a un assassin, il y a une victime. Jusqu'à quand on peut attendre pour avoir la lumière autour de... Parce que la commission a été créée, et ça fait au moins une semaine, 2 semaines, et on ouvre les enquêtes, ça ne se ferme jamais. Ou bien cette fois-ci, ce serait la bonne nouvelle. Mon frère, priez qu'on nous sauve un machin comme conclusion de l'enquête. Sinon, qu'aujourd'hui, on ne nous dira pas qu'on ne connaît pas qui a éliminé le colonel Madjoulou, puisqu'il était au tableau de colonel en janvier, déjà en janvier 2000. Mais il ne portait pas le galon, ce qui est aussi bizarre. Voilà, il ne portait pas le galon, ce qui est aussi bizarre. C'est-à-dire que c'est ce qui confirme les inimitiés dont Ferdinand parlait tout à l'heure au sein de l'armée, où c'est-à-dire que chacun... Il y a des clans. Il y a des clans, et chacun a son chef direct, ou à un moment donné, même le chef ne supporte pas parce que tu prends trop de galons. Parce que tu prends trop de galons, et il se fait que le colonel Madjoulba est devenu un peu trop visible. C'est-à-dire que quand on veut parler de l'armée togolaise, c'est son image qu'on prend, il était, cette photo de fidèle aligné, fidèle serviteur du chef de l'État. Et moi, je peux vous confier que dans l'armée, il y a des gens qui sont qui ont des raisonnements carrément à ras le sol, ou rien que ça les énerve. Quand on voit trop ta photo. Hein? Nous sommes à ça, nous sommes réduits à ça au Togo. On a du mal à élever l'esprit, et on est dans les petits complexes, dans les inimitiés inutiles, parce que l'autre on le voit trop, etc. Pourtant il y en a qui sont des milliardaires, mais tu ne le vois même pas. Quand tu ne le vois même pas, tu ne sens même pas qu'ils ont les sous. Alors pour revenir sur la question de l'enquête, on va faire l'enquête sur quoi? C'est-à-dire que le lieu du crime est bien délimité, c'est-à-dire c'est le camp, n'entre pas au camp n'importe qui. Et surtout au cas où le jour où nos soldats ils sont comment on les appelle, consignés, c'est ça? Ils étaient consignés. Ça veut dire que un kidam ne peut pas seul peut circuler, quelqu'un qui n'a rien, à qui tu ne peux même pas demander, attends, où est-ce que tu vas? C'est ça. Bon, maintenant, l'heure du crime. Tôt le matin, selon ce qu'on nous a dit. Tôt le matin. Mais qui peut se permettre de circuler aisément comme ça dans le camp tôt le matin? Bon, je crois qu'avec tous ces éléments, normalement, il n'y a même pas besoin de faire l'enquête. Maintenant, moi je vois 2 options pour cette enquête. C'est-à-dire que soit on va nous prendre un kidam, quelqu'un qui est déjà, quand on supporte mal dans l'armée, on le prend, on dit, va dire que c'est toi qui l'as tué, on te crée un mode opératoire que tu vas raconter qui certainement ne va convaincre personne, parce que ça sera toujours, il y aura toujours du fil blanc dedans, ça sera cousu de fil blanc. Ou alors, la commission va s'éclater carrément. C'est-à-dire que ça aussi, il faut s'attendre à ça.
Parce que rien que les inimités que nous connaissons, la commission va s'éclater. Soit on va nous servir un machin comme conclusion de l'enquête parce que la presse le réclame, les gens le réclament, ou la commission carrément va s'éclater. Et ça comment la commission va s'éclater? La commission va s'éclater parce que c'est la vérité qui va faire imposer la commission. Mais comment se fait-il que la vérité va s'évader? Oui, mais attends, mon frère, pendant qu'on mettait même la commission en place, est-ce que le gouvernement a communiqué? Est-ce que le pouvoir, le chef suprême des armées, jusque-là, on ne vous comprend pas, on ne vous scène pas très bien. Oui. Il y a une commission d'enquête qui a été mise en place, composée de Général Yark, de Massina et de Okpaoul. Maintenant, comment cette commission va s'exploser d'elle-même? Mon frère, nous sommes là, on regarde. Ouais. Je te dis, la meilleure chose que cette commission va nous offrir, soit, première chose, on ne va jamais rendre les résultats parce que on sait que ça va déranger, parce qu'on connaît très bien celui qui a fait. Seconde chose, on va prendre un kidam, on lui dit, bon, accepte de dire que c'est toi qui as fait, on te crée un mode opératoire, tu te mets devant TVT, la caméra de la TVT, tu racontes des histoires pour distraire. Ou alors, il y a des gens, parce que nous avons dans l'armée, il y a les hauts gradés, beaucoup tendent vers le soir de leur vie. Et donc, quand tu tends vers le soir de ta vie, il y a des choses que tu n'arrives plus à digérer. Ça, c'est naturel. Ça, ce n'est que naturel. Et donc, les gens vont dire, mais attends, ça en est de trop. Parce que la façon dont on a éliminé un chef corps, parce qu'après la garde présidentielle, c'est le BIR il peut même faire office de garde présidentielle pour le chef de l'État. On l'élimine et personne ne bronche. Ça veut dire que dans chaque corps, ça veut dire que comment on l'appelle, le Kwanjelem peut se lever et tirer sur son patron, parce qu'il a les couvertures nécessaires, personne ne va rien lui dire. Est-ce que tu comprends? Donc ça veut dire qu'avec cette bêtise-là, ceux-là qui sont dans la commission d'enquête, attends, mais ce petit volcan commence pas à monter, ça va les atteindre, mais un jour, ils seront peut-être tentés de dire la vérité. Et donc, tu veux dire la vérité, soit tu sais que, bon, peut-être on risque de t'éliminer, et puis, donc la commission va s'éclater. Ça, je peux te le dire. Si la commission d'exclusion va vous servir quelque chose du genre résultat, et puis bon, ça passe. Mais est-ce que ça règle le vrai problème au sein de l'armée? Est-ce que ça règle, le président l'a dit, ça dit qu'on a eu, l'armée a eu à connaître des meurtres, mais ce meurtre reste une arête puissant au travers de la gorge. Mais le gars a eu à diriger quand même ce bataillon-là, qui était une force. C'est quand il est arrivé, on l'a transformé en bataillon. Il a eu à diriger ce bataillon où il a façonné des gens qui se reconnaissent en lui, des gens qui le prennent, ça y est, pour qui il est père de famille. Quel que soit leur silence dans les rangs, ça va commencer par s'ébruiter parce que la mort circule aujourd'hui. Il y a, qu'on dise qu'il a eu des acquaintances avec ceux qui sont porteurs de l'alternance, etc. Est-il que le vent de l'alternance souffle même sur l'armée? L'armée veut renaître, mais qui seront ceux-là qui auront le courage de dire non? Mais on va finir, on va assainir l'image de l'armée. Justement, je vais là anticiper sur la question que je vais vous poser, Ferdinand. À défaut de la vérité, il y a les spéculations qui vont bon train. On lie la cause de cet assassinat à la politique. Bon, moi, je ne veux pas rentrer dans... En tant que journaliste, du point de vue journaliste, je n'ai pas d'éléments. Je n'ai pas d'éléments, parce que je ne veux pas être un charlatan. Je n'ai pas d'éléments qui me permettent de dire que celui qui a été tué de façon crapuleuse, avec des connexions, avec des démocrates, ou a pris contact avec un parti politique, c'est la raison pour laquelle on l'a éliminé. Même si il s'avère que j'avais quelques informations que ce soit, je ne les dirai pas ici. Je vous ai dit que c'est un sujet sensible. Ce que je vais dire, et c'est le plus important pour moi, les civils parlent trop. Les civils parlent trop. Et vous parlez en parabole. Oui, soyez clair. Les civils parlent trop. Et les civils ne sont pas des gens... Les civils qui parlent trop ne sont pas des gens qui sont formés pour infiltrer une armée. Parce que, autant les chamailleries politiques entre civils n'est pas dangereux, autant dans l'armée, c'est une question de vie ou de mort. Quand on te soupçonne dans un régime comme ça de manquer de loyauté, on ne te traite pas comme on traite le civil. C'est l'élimination directe. Donc, dans cette lutte démocratique depuis 30 ans, il y a des militaires qui ont perdu la vie parce que les civils ont parlé.
Je ne sais pas si ce que je vous dis, vous comprenez. C'est-à-dire que je pense que les gens assez avisés me comprennent. Mais les civils parlent trop. Vous faites allusion à qui et à quoi? Ce n'est pas parce que... Pourquoi tu dis... Voilà pourquoi parfois les militaires sont réticents à faire des deals avec les civils ou à parler avec des civils. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'on va éliminer toute votre génération. On a vu comment est-ce que les TP sont morts, leurs enfants, tout ça, on les a liquidés tous. Donc, les civils, parfois, ils parlent, pas pour trahir, mais pour s'enorgueillir. Vous savez ce qui va se passer bientôt. Nous avons tel contact, nous sommes ici, bientôt vous allez voir. Et l'information retourne aux propriétaires de l'information. Et on élimine les gens. C'est pour ça que dans la lutte politique au Togo, il y a trop d'amateurs. Il y a trop de gens qui se donnent des airs de ce qu'ils ne savent pas. Et ils exposent les gens. C'est ce que moi je peux dire dans cette affaire-là. C'est ce que je peux dire. Parce qu'on entend les gens faire des démonstrations. Même le fait même que des partis politiques ou des responsables politiques disent oui, parce qu'il est pour l'alternance, c'est pour ça qu'il a eu des problèmes. Il parle trop. Il complique la situation. Parce que ce n'est pas un seul militaire qui est pour l'alternance. On va fouiller pour savoir combien ils sont. C'est comme ça. Donc les gens normalement devaient faire le dos rond pour que cette affaire-là soit gérée. Ça permet de protéger peut-être d'autres personnes dans le dispositif. Il faut un peu de discipline. Mais il faut que les gens apprennent à la fermer quand il s'agit des sujets sensibles. Mais, donc, moi, toutes les démonstrations que les gens font sur les réseaux sociaux, moi, je n'ai pas envie de rentrer dedans. Il y a des gens qui disent, oui, qu'il s'est passé ceci, celui-ci a pris contact avec celui-ci, celui-ci a mis à celui-ci. C'est tout ça qui expose les militaires. Et je rappelle que les militaires, quand ils sont exposés, leur prix, c'est la mort. C'est pas comme les civils. Vous savez, quand il y a un civil qui est dans un système politique, on le soupçonne de trahison. Si c'est un opérateur économique, on détruit son marché, on le retire son marché, on fait ceci, on le saute du gouvernement. Mais les militaires, ils s'entretuent. Parce qu'on soupçonne que tu manques de loyauté à un chef. Et vous savez comment l'armée togolaise a été conçue. L'armée togolaise a été conçue depuis 1963 comme une propriété de Gnassingbé Yadema, où les gens doivent loyauté. C'est-à-dire que si tu es devenu militaire aujourd'hui, et que tu portes des galons, et que tu vas dans une banque pour percevoir ton salaire, même Yadema qui n'est plus vivant, c'est lui qui a fait de toi ce que tu es devenu. C'est l'idéologie qu'on inculque aux gens. C'est comme vous vous retrouvez en Corée du Nord, de père en fils et de fils en petit-fils. Kim Jong-il, Kim Jong-un, Kim Jong je ne sais quoi, où on vous dit tout ce que vous faites dans votre vie en Corée du Nord, même la respiration que vous avez, c'est le guide suprême qui vous a permis de vous réveiller et de respirer. Même ce que vous préparez. Et donc, cette idéologie-là, elle est répandue parfois dans l'armée. Et certains croient que vraiment, c'est cet homme-là qui les a fait. Et ils sont restés loyaux. Et donc, quand quelqu'un est amené à prendre une autre voie, on considère que c'est un traître. Donc, il faut que, au niveau des politiques, au niveau des acteurs de la société civile, au niveau de n'importe quel individu, que les civils apprennent à se taire un peu. Vous savez, au Burkina, les politiques étaient en contact avec les militaires depuis longtemps. Depuis que les Marc Kaboré ont quitté Blaise Compaoré, ils avaient leurs éléments autour de Blaise Compaoré. Ils savaient tout. Ils étaient en contact, mais ils n'ont jamais parlé. Ils n'ont parlé que le jour que le truc est tombé. Et tout le monde a vu que le résultat. Oui. Merci Ferdinand. Oui, Joël. Moi, je veux juste mettre un élément là, comme Ferdinand le dit. Souvenez-vous, fin avril, début mai, il y a un audio, comme nos amis de la diaspora, comme je le dis, c'est eux-mêmes qui détruisent la lutte. Parce que les gens sont dans leur salon, surtout qu'ils suivent vraiment cette émission, c'est-à-dire que les gens, on a l'impression qu'on les finance pour qu'ils cassent la lutte. Parce que les gens bavardent inutilement. D'abord, ils n'ont pas les éléments d'analyse, ils ne maîtrisent absolument rien. Et comment tu peux te permettre de dire quand tu fais un audio à ta tante ou truc là, c'est des alibis. C'est-à-dire que ça, c'est des gens qui sont du laboratoire bleu et qu'on finance pour casser toute dynamique. Mais vous allez voir que fin avril début, il y a un monsieur qui dit au nom de la dynamique Podro, les fonds à collecter pour la dynamique Podro du 1er au 10, il dit non que même quand vous voyez que forme même peut-être, on ne sait pas si le tour là, même lors de sa prestation de serment, on ne sait pas ce qui peut lui arriver. Est-ce que vous voyez? Et c'est dans la nuit
au lendemain de la prestation de serment qu'on élimine ce monsieur. Moi, je ne dis pas qu'il y a une relation, mais c'est que c'est des bavardages inutiles. C'est des gens qui distraient, c'est des gens qui, je ne sais ce qu'ils gagnent en faisant le dindon, la main. Non, mais il faut que, excuse-moi, il faut que les gens se rééduquent parce que d'abord, ce que nous faisons, c'est difficile de faire ce travail, il s'agit que d'analyser et de. Vous avez des éléments, mais tu es obligé de te taire. Hein, parce qu'il faut faire utile. Il faut qu'on se rééduque. Il y a trop de bavardages inutiles qui plombent la lutte. Comme quoi, on sait tout, mais on ne dit pas tout. Alors, mais tu n'as pas besoin de le dire, puisque ce n'est pas à toi de poser l'acte. On sait tout, mais on ne dit pas tout. Mais lorsque vous êtes dans une lutte politique, et qu'on suppose, lorsque vous vous battez contre un régime comme la dictature, on suppose que vous êtes en guerre, vous êtes sur un terrain un théâtre des opérations. Alors, lorsque vous êtes en guerre, vous ne servez pas de fausses informations à vos troupes. Comme on en a connu ces derniers temps, de fausses informations qui sont venues de partout, où on a essayé de dire quelqu'un a fui, il est quelque part parce qu'on a tué un militaire, le président a fui, Fort a fui, il est ici, il est ici, il est ici. Et même j'ai écouté encore il y a quelques jours quelqu'un qui dit oui, qu'on a signalé que Fort était vers la montagne de Daï, dans un château de son père. Il n'y a aucun château de Yadema à Daï. Et qu'il était sous le contrôle de Bitenoué. Bitenoué n'est pas à Daï. Les gens sont allés jusqu'à qualifier Katanga de capitaine. Qui sera à Thévier, etc. Et on partage ça. Il n'y a pas de château de Yadema à Daï. Bitenoué n'est pas à Daï. Et les gens disent oui, il est en train de se cacher. Alors que le gars, il est là, tranquillement chez lui, en train de faire son histoire de gouvernement, je ne sais pas quoi. Parce que quand vous donnez de fausses informations à vos militants, lorsqu'ils vont aller sur le terrain, on va les égouer. Parce qu'on leur donne de fausses indications. C'est ça le problème. Et donc, moi, je pense qu'il faut que des gens qui balancent les informations dans l'opinion, qui sont souvent des gens écoutés parce que, bon, ils sont un peu des influenceurs, il faut qu'ils aient les bonnes informations, les informations de bonnes sources, que de répandre des rumeurs comme ce tweet de Herman Cohen que les gens ont partagé en disant oui, c'est la débandade, tout ça. Alors que moi, les gens m'ont réveillé la nuit, j'ai dit, c'est pas c'est ici. Les gens disent que moi je ne dis pas la vérité. J'ai dit, mais il se passe rien. Les gens s'ennuient. Ils s'ennuient dans leur salle. Il se passe rien ici. Et puis en fait, excuse-moi, Ferdinand, mais moi je crois que pour une efficacité de la lutte, moins tu enseignes, mieux tu te portes. Oui. Moi, c'est ma ligne. Ça veut dire que je ne veux même pas savoir ce qui se passe, qui complote quoi, etc. Mais mieux je m'emporte parce que nous, on se bat pour des valeurs. On ne se bat pas pour un homme, on se bat pour des valeurs. Il faut que le Togo change pour que on ne soit pas obligé de porter un nom pour réussir. Dans la suite, dans la logique de cet assassinat, nous allons parler des tueries. Parce qu'au-delà de l'assassinat du colonel Madoulba, il y a toute une tuerie contre des honnêtes commises sur des honnêtes citoyens, dont le décès de Mohamed, tué par balle, le 21 mai dernier. L'image est affreuse. Oui, c'est-à-dire que ce que vous dites là, ce n'est pas un fait nouveau. Oui. La violence politique au Togo, la violence qui a été banalisée au Togo depuis des années, ce n'est pas un fait nouveau. On a vu depuis 1990 comment est-ce qu'on tabassait les gens, on fracassait les gens, on tuait les gens, j'étais dans la lagune. Et ça n'a jamais inquiété personne. Quand on tuait les gens, on disait oui, non, c'est les opposants, il faut les laisser, ils sont très têtus, ils veulent renverser le pouvoir. En 2005, lorsqu'on a ramené les gens par des camions de la Sotoko à Lomé et qu'on les a hébergés à Togo 2000, au site de la foire, qu'on leur a distribué des machettes et des goudins cloutés et qu'ils ont fait les opérations sanglantes à Lomé, tuer des gens, massacrer les gens. Il y a des Togolais qui ont dit, oui, c'était bien fait parce que bon, c'est des opposants, ils sont têtus, ils veulent prendre le pouvoir. C'était bien de les massacrer. On n'a jamais jugé personne. On n'a jamais inquiété personne. Quand on a vu, en 2017, tout ce qui a suivi après, j'escamote les autres cas de violence, où on a frappé tous les contestataires du PNP, nos frères Kotokoli, on a frappé les gens à Sokone, Bafilo, Mango, Agné, Palimé, on est allé dans les Zongo, on a fracassé les crânes des dames, tout ça. Les gens ont dit oui, c'était normal. Que les Kotokoli sont têtus. Ils veulent contester le pouvoir. Les gens ont même dit que oui, s'ils veulent être président au Togo, il faut les frapper. C'est ça. Quand on tuait les gens, on rentrait dans les maisons. Les gens ont dit oui, que c'était normal. Et cette violence-là, elle est devenue tellement banale. Elle est devenue tellement diffuse que le militaire s'est dit dans sa tête que bon, il peut tuer impunément, rien ne peut se passer. Bon, puisque maintenant il n'y a plus d'opposants à tuer, puisque tout le monde est en confinement, mais ils ont la gâchette facile, donc quand quelqu'un les provoque dans la rue, ça ne pas, c'est fini. Parce qu'il n'y aura personne pour dire quoi que ce soit. Je ne sais pas si vous comprenez. Je veux dire
ce raisonnement me permet de vous dire comment est-ce que la violence a été intégrée dans le comportement quotidien des gens. Aujourd'hui, quand des gens font des manifestations pour dire qu'on a tué leur frère, c'est ce que les gens disent. Et qu'il faut que la justice soit rendue. Les gens oublient quand on tuait les frères des autres. Eux qui votaient 100% le parti au pouvoir, ils étaient contents. Parce que tous les assassinats que nous sommes en train de voir, que ce soit un colonel, un petit laveur de voiture, c'est la conséquence de la gouvernance. Depuis 50 ans. C'est la conséquence de la violence qui s'abattait sur les Togolais depuis 50 ans. Quand on a massacré les gens à Tapamé en 2005, qu'est-ce que les gens ont dit? Que c'est bien fait. On n'a jamais jugé personne. Alors, nos frères militaires, parce que moi je suppose en tant que journaliste ou individu, je suppose que quand vous êtes dans un pays, vous avez une famille, vous avez une communauté, vous avez des gens. Et quand vous avez une responsabilité et que vous ne gérez pas bien votre poste, c'est-à-dire par exemple vous êtes militaire et que tout le monde dit vous tuez les gens, vous avez beau être militaire, vous appartenez à une famille, votre famille peut vous appeler pour dire mon frère, ton nom sonne trop, arrête ça. Il ne faut pas être impliqué dans les morts, demain ça peut te jouer un tour. Si dans la famille on n'arrive pas à le faire remonter les bretelles, la communauté d'huile vient. Parce qu'au Togo, ici, on sait que les gens ont des associations ressortissants de villages, c'est ce qu'on a créé partout dans ce pays. Ressortissants de tel village à Lomé, ressortissants de tel village à Lomé. On peut l'appeler pour dire, mon frère, ce que tu fais là, c'est pas bon. C'est pas bon pour notre communauté. Alors, nos militaires sont qui pour que personne ne puisse leur faire entendre raison. Au point qu'aujourd'hui, c'est quand on tue quelqu'un de notre communauté qu'on se réveille, on se rend compte que le régime qu'on était en train de servir, quand nos frères étaient en train de servir et prenaient les galons, oui, justement, que c'est un régime assassin. Oui, Joël. Et tout le monde dit, il faut maintenant la vérité. Oui. Vous avez vu les Kotokoli? Je laisse les gens de Bé, attaque pas tout ça à Néron, on les a massacrés, eux c'est déjà battu, déjà terminé. Après on est tombé sur les Kotokoli, déjà massacrés. Maintenant on est tombé sur les Naouda. Après avant on est allé à Mango. À Mango, les Tchokonsi on les a frappés. Ouais. Maintenant on est allé chez les Naouda. Tu comprends? Qui sont ce qu'on appelle communément les Losso. Aujourd'hui ils sont en colère. Mais le jeune qu'on vient de tuer, les gens oublient qu'il est de Kanté. Le jeune laveur, eux aussi ils ont commencé par faire des réunions pour dire ils veulent la vérité. Finalement, c'est de façon c'est dans un microcosme, c'est les ethnies qui se regroupent maintenant pour défendre leurs frères qu'on tue. Ça veut dire que nous n'avons pas encore la notion d'État. Pourquoi je dis ça? Je dis ça pour dire que, quel que soit le Togolais qu'on tue, qu'on le tue dans une manifestation politique, qu'on le tue dans une manifestation d'élèves, qu'on le tue dans une altercation dans la rue, tout Togolais que nous sommes, quelle que soit notre origine, quel que soit le bord auquel nous appartenons, nous devons dénoncer cet assassinat. Parce que c'est un fils de la nation qu'on a tué. Mais les gens n'ont jamais voulu, les gens n'ont jamais voulu entendre ça. Parce que celui qu'on a tué, n'est pas de leur bord politique. Aujourd'hui, quand on tue quelqu'un qui est proche d'eux, j'entends des hommes politiques qui font des communiqués pour dire oui, nous ne sommes pas d'accord, c'est un assassinat crapuleux. Ils oublient que le pouvoir qu'ils soutiennent là, c'est les résultats de la gouvernance de ce pouvoir qui est aujourd'hui la diffusion de la violence dans les quartiers. Autant les forces de l'ordre n'ont pas droit de vie ou de mort sur les citoyens togolais. Oui, mais quand on parle de... On parlait tantôt de la famille de tout un chacun. Moi, je vais vous donner une anecdote. Il y a un jeune qui, il y a quelques mois, a été recruté dans l'armée. Et depuis qu'il a porté le treillis, il a eu une arme en main. Il y a eu un problème en famille où on l'a convoqué. Il est du Nord. On l'a convoqué comme ça sur le doigt pour l'écouter, etc. La première des choses, quand il est rentré dans la maison, il dit, mais attends, j'ai appris que vous me convoquez. Qui êtes-vous pour convoquer un militaire? Il dit à ses anciens, qui êtes-vous pour convoquer un militaire? Le premier qui a voulu le retoquer, il a braqué l'arme dessus. Et il a ajouté, vous ne savez pas qu'un militaire peut tout et rien dans ce pays? C'est ce qu'il a dit. Et quelques mois après, on n'a plus de ces nouvelles parce qu'il serait allé en mission et on ne le voit plus. Ça fait des mois qu'il a disparu. C'est-à-dire que quand vous vous asseyez sur les valeurs, tu as eu l'éducation, tu t'asseyes dessus. Un peu comme ceux qui défendent aujourd'hui ce que nous dénonçons. Ils le défendent parce qu'on vous donne quelques liasses et puis bon, tu te remplis la panse
et c'est bon, tu t'assais sur l'éducation qu'on t'a donnée. Parce que tantôt quand on parlait de... Ferdinand parlait d'État, je voulais plutôt parler de nation. La nation, c'est la définition, c'est quoi? C'est un ensemble d'individus qui sont retrouvés quelque part, sur un territoire, et qui partagent les mêmes valeurs. Et qui partagent les mêmes valeurs. Mais au nom de ta petitesse d'esprit, tu chies sur les valeurs parce que l'autre, quand il fait, tu dis non, c'est un opposant. Et puis l'expression opposant a été tellement vulgarisée, et vilipendée que... Diabolisée que quand aussi, il suffit que tu ne sois pas d'accord avec ton frère, il dit tu es opposant. Et quand il dit opposant, il y a une consonance derrière. Il y a une consonance cynique et bestiale derrière. Moi, je voulais demander ceux-là qui utilisent le nom parce qu'on leur a appris avant qu'ils n'arrivent que opposant c'est celui-là. Il faut qu'ils arrêtent ça. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on élève un peu l'esprit. Ben moi, je dis souvent, quand dans le débat politique, quand tu ne comprends pas de quoi les gens discutent, tais-toi et passe. Parce que nous, on se bat pour qu'on puisse vivre sans forcément demander comment tu t'appelles, d'où tu viens, hein, avant qu'on ne consulte. Oui, avant qu'on ne consulte ensemble. Parce que, tel qu'on a banalisé, il y a certains qui trouvent que non, il peut tuer, on va rendre compte à personne. Ça fera que demain, on ne pourra pas s'asseoir avec certains pour construire. C'est clair. On ne pourra plus s'asseoir avec certains pour construire. Pourtant, quand, supposons qu'on te prend parce que tu viens d'une communauté, ce n'est pas de la communauté que tout le monde est aussi mauvais et aussi vil que toi. Et donc, à un moment donné, il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on arrête cette bêtise-là, de considérer les choses à notre street, pour notre site personne, parce que on t'a trouvé un poste de secrétaire quelque part, on t'a pris à l'OTR, on t'a pris au port parce que quand tu n'as aucune compétence, et donc, quand on parle des sujets, des choses qui vont sauver l'avenir de ton enfant, tu dis non, ça ne te concerne pas parce que toi tu remplis la panse aujourd'hui. En quelques mois, tu as pu payer un véhicule. En quelques mois, tu arrives à t'asseoir à la table où tu n'as jamais imaginé que tu allais te mettre. Or, ça, par exemple, tu n'as pas besoin de ton identité pour l'avoir. Il suffit de cultiver le mérite. Merci Joël. C'est le lieu, Ferdinand, rapidement pour clôturer cette deuxième partie. Le plus grand chantier qui attend dans ce pays, les hommes politiques, en tout cas ceux qui sont appelés demain à gérer ce pays, le plus grand chantier, c'est la réforme de notre armée. Et les gens l'oublient souvent. Les gens pensent que le problème du Togo, c'est la réforme des tests des élections. Non. Le problème du Togo, c'est le problème de l'armée. C'est ce problème qu'il faudra régler dans les années qui viennent. Ça pourra prendre 10 ans, 15 ans. Parce que ce qu'il y a dans ce pays, c'est profond. C'est profond. Les gens pensent que c'est de la blague. Parce que quand nous le disons à nos frères qui veulent le pouvoir, qui sont dans l'opposition, on dit oui, vous les journalistes, vous aimez trop spéculer, tout ça. C'est comme, bon, si Force se lève demain matin, on leur dit d'aller s'asseoir là-bas, ils iront s'asseoir. Ils ne savent même pas ce qu'il y a sous la chaise. Ils ne savent pas ce qu'il y a sous le fauteuil. Je ne sais pas si vous comprenez. Le vrai problème de ce pays, la vraie réforme qu'il faudra faire dans ce pays, c'est la réforme de l'armée. Parce que le pilier de ce régime, c'est l'armée. Et c'est l'armée. Et pour faire cette réforme, il faut des gens de poigne. Vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina? Quand il y a eu des contre-réformes, avec une seule unité qui a voulu remettre toute la transition en cause. Je parle du groupe de Djindjéré. Il a fallu d'autres militaires pour les neutraliser. Ces choses pourront arriver ici demain. Même si le pouvoir change demain. Certains qui sont des révisionnistes pourront se lever matin parce qu'ils ont accumulé de l'argent pendant les 50 ans. Parce qu'ils ont des frais dans les unités. Ils peuvent créer des situations qui leur permettent d'agir et de remettre en cause l'ordre établi. Oui, Ferdinand, merci. Il faut des gens solides, des gens qui comprennent la logique dans laquelle nous allons rentrer après pour déverrouiller tout ça. Et ça, il va y avoir des accrochages. Il ne faut pas croire que le jour que, le pouvoir va changer demain, tout va se passer comme, on va mettre une lettre à la poste. C'est des étapes. Et ça peut être pointé parfois de moments d'accrochage. Et donc, il faut que les politiques au Togo, ceux qui aspirent à gouverner demain, fassent une étude de la situation. Secteur par secteur. Surtout le secteur de l'armée. Si vous n'avez pas les compétences, vous pouvez solliciter des gens. Aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent vous dire ce que représente l'armée togolaise. Les unités, comment elles sont composées, les ressources humaines, les armes qu'ils ont acquis, la mission destinée à chaque unité. Vous avez vu des unités d'élite qu'on a utilisées pour aller arrêter des opposants. Ce n'est pas leur rôle.
C'est pas leur rôle, mais on les a intégrés il faut réserver cette idée-là pour la troisième partie. Ferdinand, on va clôturer cette deuxième partie. Et c'est le lieu de rappeler les 2 enfants tués à Dapan en 2013, l'enfant qui a été tué par balle à Agoué en 2017, le petit Jojo. Justement, pour l'enfant. Avec plusieurs lunettes. Oui, pour l'enfant qui a été tué à Agoué en 2017. Voilà. En 2017. Voilà. 2017-2018. Vous savez, là, toute la polémique qui a eu lieu autour de cette affaire-là. Et ça aussi, c'est un symbole. Quand on vous dit qu'un supérieur s'est rendu sur un lieu de manifestation et que dans sa voiture, quelqu'un a sorti un fusil à lunettes en train de shooter, des civils. Vous imaginez ce que l'élément de corps va faire, un simple soldat va faire quand son supérieur lui dit. Mais il va dire à sa famille que qui êtes-vous pour me convoquer? Vous voyez? Et donc, vous imaginez que à un moment donné que ce garçon-là, ce garçon qu'on a tué, est-ce que vous savez qu'il n'a pas toujours été enterré? Les gens ne savent pas. Ce garçon est toujours à la mort parce qu'il y a un conflit autour du corps. Il faut qu'on détermine qui l'a tué, pour quelle raison. Cet enfant est toujours là. Comme les enfants de Dapan qui sont restés pendant longtemps avant de les enterrer. Et donc je pense que nous devons mener une réflexion, aussi bien nous les leaders d'opinion, les journalistes, les politiques, les acteurs civils, pour que demain on puisse construire une société où nous tous nous retrouvons pour un mieux vivre. Ok, en tout cas la liste macabre est tellement longue au Togo, on met point final à cette deuxième partie. On va aborder la troisième partie qui est la dernière partie de cette émission. On va parler politique, toujours avec nos invités Joël Ega et Ferdinand Haïté.